Bonjour et bienvenue à télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et c'est le vendredi de l'emploi au Canada et aux États-Unis. Et ça veut dire que nous recevons l'économiste le plus travailleur du Canada, Éric Lasselle, économiste en chef chez RBC Gestion mondiale d'actifs. Éric, comment ça va? Bonjour, ravi de vous parler. Nous avons tous les deux traversé le pays ce week-end, mais nous ne nous sommes pas croisés une seule fois. C'est un peu inusité, mais bon, il a fait beau partout où nous sommes allés, on ne peut pas se plaindre. Oui, je sais que vous et vos collègues semblez toujours essayer d'éviter de me croiser ailleurs que sur ce plateau. Je sais que je suis quelqu'un de discret, donc je comprends. C'est plutôt l'inverse, Dave. J'aurais été ravi de prendre la parole à votre conférence, mais il y avait d'autres personnes sans doute plus importantes que moi. Mais c'est pas grave. Oui, juste une petite anecdote entre nous. Il nous arrive de parler baseball avec Eric. Mais oui, les gens étaient déçus de ne pas vous voir à ma conférence. On ne refera pas cette erreur. J'avais l'impression que vous n'étiez pas disponible. Voilà tout. Alors, c'est pourquoi on se reprend ici aujourd'hui et comme vous seul pouvez le faire, vous allez résumer les rapports sur l'emploi au Canada et aux États-Unis. Et puis, nous élargirons un peu plus le sujet pour prendre le pouls de la situation économique mondiale. Avec plaisir. Pourquoi ne pas commencer par les États-Unis, puis nous passerons au Canada dans un instant. Nous voici donc avec les derniers chiffres de l'emploi, ceux du mois d'avril. Nous n'en sommes pas encore à mai, même si le temps passe vite. 115 000 emplois ont donc été créés aux États-Unis, ce qui est nettement supérieur aux prévisions. Pour tous ceux qui suivent cela de près, ce sont des chiffres quasi familiers depuis quelques 4 mois. En réalité, la fourchette de 100 000 à 200 000 n'a pas été la norme au cours de l'année écoulée. Chaque fois que l'on dépasse ce seuil pour atteindre les 3 chiffres, c'est un rapport plutôt positif. La raison en est qu'il y a moins d'immigration, moins de croissance démographique aux États-Unis et la norme est revenue à la baisse. Mais 115 000 est un chiffre assez solide. Pour replacer les choses dans leur contexte, la moyenne sur 6 mois est désormais de 55 000, lequel est déjà un chiffre fort convenable. Les estimations indiqueraient qu'il faudrait en réalité un peu moins que cela juste pour maintenir un marché du travail stable. Donc, la situation se maintient de manière prudente. Notez que ces chiffres arrivent en pleine guerre. Ce n'est pas sur le sol américain, bien sûr, mais nous ne voyons aucun signe de faiblesse, de prudence ou de repli des entreprises, du moins en matière d'embauche. Tant mieux, un chiffre solide, sinon exceptionnel, mais le taux de chômage est resté inchangé à 4,3 ce qui est bien. Nous pensons que la fourchette idéale se situe entre 4 et 4,5 La tendance se maintient donc dans cette fourchette. Si l'on veut être un peu pointilleux, on pourrait dire qu'il a en fait augmenté de 0,08 points de pourcentage, soit 8 points de base. La situation s'est donc peut-être légèrement détériorée, mais dans l'ensemble, tout va bien de ce côté. Si l'on y regarde de plus près, le chômage est resté pratiquement stable depuis plusieurs mois maintenant, sinon en légère baisse. La situation est bonne, les salaires ont légèrement augmenté, mais rien de remarquable à signaler sur ce front. En somme, il s'agit d'un nouvel indicateur en provenance des États-Unis montrant que l'économie se porte bien, qu'elle se portait raisonnablement bien avant le début de la guerre et qu'elle ne semble pas avoir perdu de vitesse depuis le début de la guerre, ce qui est assez intéressant. En écoutant les experts ces derniers jours lors de nos conférences, j'ai l'impression que nous sommes dans une sorte d'équilibre. Le marché obligataire semble plutôt stable, le marché boursier se porte bien, il est en hausse à notre grande joie. Comme vous le dites, du point de vue de l'emploi, ce n'est ni trop chaud ni trop froid, c'est l'économie de boucle d'or, mais avec en toile de fond cette guerre qui pourrait encore créer des risques inhabituels à l'avenir, ou si elle persiste, des problèmes susceptibles de perturber cette situation. Mais il est étrange que, compte tenu de toute l'agitation ambiante, notamment une guerre assez importante et l'arrêt d'une part significative de l'approvisionnement en pétrole de l'économie mondiale, les choses semblent si calmes et stables et que les actions continuent simplement de grimper. C'est tout à fait étonnant, hein. Il y a plusieurs aspects à prendre en compte. D'une part, il semble y avoir un certain optimisme quant à la possibilité de parvenir à un accord.
Ce n'est pas encore le cas au moment où nous parlons, mais on peut imaginer que cela se produise d'ici peu et je pense que cela fait partie de la perspective. Je tiens à souligner que l'Amérique du Nord, bien sûr, fait partie des régions du monde les moins touchées par cette guerre, car l'énergie ne provient généralement pas de là-bas. Ce sont en quelque sorte des effets en chaîne de second ordre qui ont une quelconque pertinence ici. Et bien sûr, les États-Unis et le Canada sont tous deux des exportateurs nets d'énergie, ce qui atténue les dégâts. Même si l'on regarde l'Europe et l'Asie, on constate que les indices PMI manufacturiers, qui sont des indicateurs avancés assez fiables, ou du moins des indicateurs indirects de la santé de l'économie, sont en hausse et non en baisse. Nous sommes tous agréablement surpris, mais peut-être pas choqués que l'Amérique du Nord se montre résiliente. On repense aux années 70, au choc pétrolier, ce genre de choses. Depuis lors, l'économie mondiale est devenue bien moins sensible au prix du pétrole. Nous avons fait quelques calculs récemment et elle est de 62% moins sensible au prix du pétrole qu'elle ne l'avait été dans les années 70, voire en 2008, où il y avait eu une flambée des prix du pétrole, ce qui n'était pas vraiment la cause de la récession qui a suivi. Il s'agissait d'une crise financière. En réalité, l'économie mondiale est environ 20% moins sensible au pétrole qu'à l'époque. Ce n'est pas si lointain, il n'est pas surprenant que nous évitions les récessions et les coups durs, mais je suis d'accord pour dire que nous sommes surpris par cette résilience. Je ne suis pas pessimiste, loin s'en faut, et ce n'est pas le lieu pour parler des vents favorables, mais vous vous souviendrez qu'au début de l'année, nous parlions de toutes ces mesures de relance budgétaire, des effets de l'IA et autres choses. Tout cela est toujours d'actualité, cela reste utile. Alors que cette guerre s'éternise, je suppose que c'est étrange car cela fait un mois que nous sommes dans une situation de cessez-le-feu effectif. Ainsi, en termes de tirs, de munitions et autres, mis à part une petite flambée récente, cela s'est arrêté il y a un mois et on souhaite que cela se poursuive bien sûr. Le point pertinent demeure toutefois le détroit d'Ormuz et il n'est toujours pas rouvert. La règle générale serait que lorsqu'il y a un choc pétrolier, il peut être contenu dans le prix du pétrole et du gaz et des produits connexes pendant plusieurs mois. Il commence à se répercuter sur d'autres choses sur une période de 3 à 6 mois. Nous en sommes à environ 2 mois et une semaine. Ce n'est pas comme s'il y avait un coup de départ qui retentissait le premier jour du troisième mois, mais nous devons tout de même tenir compte des effets de second ordre. Cela dit, nous avons revu nos prévisions d'inflation à la hausse pour refléter ce choc particulier, mais nous tablons également sur un recul significatif, bien qu'incomplet, par la suite. Nous avons pris en compte un léger effet de contagion sur les prix des denrées alimentaires et quelques autres éléments. Malheureusement, il y a des conséquences supplémentaires qui ne sont peut-être pas encore tout à fait visibles et nous devrions probablement partir du principe qu'elles se produiront. Oui, comme vous le dites, c'est un cessez-le-feu, mais le pétrole ne passe pas par le détroit et nous n'avons toujours pas de résolution définitive. On en parle sans cesse, mais cela ne semble jamais se concrétiser semaine après semaine. Même quand on regarde le prix du pétrole, nous obtenons la cotation du prix du pétrole pour le contrat à terme actuel. Dans ce cas, je pense que nous en sommes toujours au contrat de mai. Mais si je regarde 12 mois en avant, voire vers la fin de cette année, les contrats de décembre et janvier sont disponibles mois après mois. Les gens prévoient de s'approvisionner en pétrole. Il s'agit de pétrole réel qui circule. Ces prix sont restés étonnamment stables. Les contrats de décembre et janvier se sont maintenus entre 70 et 75 dollars le baril. Si l'on va jusqu'en mai de l'année prochaine, je pense qu'on se situe autour de 70 dollars le baril. C'est assez étonnant, surtout compte tenu de la réaction initiale. Prenez le 28 février, la première semaine de mars, vous voyez ce qui se passe sur les marchés, ce qui se passe avec les rendements obligataires. Tout bouge dans tous les sens. Mais depuis lors, la situation est restée stable. Je suppose que cela reflète, comme vous le dites, le fait qu'il faut réfléchir à la situation dans laquelle on se trouve. L'inflation posait un petit problème, mais les taux sont relativement bas, les fondamentaux étaient plutôt bons. Donc, comme vous le dites, on subit un petit choc, ça va probablement s'arranger, et ensuite on passe à autre chose. Et c'est apparemment ainsi que les choses se sont déroulées. Oui, il y a une chose qui, selon moi, a été sous-estimée, moins pertinente pour l'Amérique du Nord, mais qui l'est davantage pour le reste du monde. Dans de nombreux pays, les gouvernements ont déployé beaucoup d'efforts pour limiter les effets néfastes de l'inflation et de la croissance en les absorbant eux-mêmes. Le Canada l'a fait en réduisant temporairement la taxe sur les carburants, et en réalité, beaucoup de pays l'ont fait.
Les États-Unis font figure d'exception en n'ayant rien fait de tel. Mais quand on regarde ce qui se passe dans le monde, c'est précisément ce que fait une grande partie de l'Europe, une bonne partie de l'Asie. L'Asie et certains pays asiatiques et d'autres encore ont en fait instauré des plafonds sur les prix des carburants. Je suppose que le gouvernement subventionne la différence. Je ne connais pas bien la mécanique, mais la Chine l'a fait, je crois que l'Inde l'a fait, le Mexique l'a fait, je crois que la Corée du Sud l'a fait aussi. Cela ne veut pas dire que le problème disparaît, il se transforme, mais il ne traduit plus par une flambée de l'inflation de la même ampleur ni par un coup dur pour la croissance, mais par un déficit public plus important. En substance, ces pays mettent en place une relance budgétaire involontaire. Je ne dirais donc pas qu'il s'agit d'un véritable coup de pouce à la croissance, mais cela compense ce qui aurait été un frein. Je pense que cela aide à expliquer pourquoi nous ne constatons pas davantage de difficultés sur les marchés les plus touchés. Cela suscite quelques inquiétudes quant à la situation budgétaire à long terme, mais c'est un refrain récurrent. On prend conscience que le monde est devenu plus dangereux, les dépenses militaires augmentent en conséquence. Il est reconnu qu'il est plus important de garantir des ressources stables et fiables à travers le monde. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour le Canada. Cette priorité prend de l'importance et on observe des investissements supplémentaires dans ce domaine. On a vu des entreprises canadiennes augmenter leur capacité de production de carburant d'aviation et cela s'avère être une décision très judicieuse. C'est un secteur qui connaît une pénurie particulièrement aiguë. En plus de cela, il y a toutes les subventions. On assiste actuellement à un véritable petit coup de pouce budgétaire qui pourrait aider à expliquer pourquoi les économies continuent d'avancer. Oui, je suis de nouveau sur le terrain, sur la route, non seulement pour animer les conférences, mais aussi pour rencontrer de nombreux investisseurs différents. Et je travaille beaucoup avec des agents immobiliers et des professionnels de l'immobilier. Et lors de la séance de questions-réponses, après les présentations, nous avons dit en quoi cela représente une opportunité intéressante pour le Canada. Si l'on repense à la crise financière mondiale où le système financier mondial était en péril, le système bancaire canadien avait été une lueur d'espoir. Sans être chauvin, le Canada est un acteur important à l'échelle mondiale dans le monde financier. Comme vous le soulignez, et à juste titre d'ailleurs, c'est un domaine où la sécurité de votre fournisseur d'énergie, ainsi que sa stabilité, sa fiabilité, ont été mises en avant. Pas seulement l'énergie d'ailleurs, les engrais, la nourriture, quoi que ce soit d'autre, vos partenariats. Je pense que la COVID a également mis cela en évidence. Le Canada apparaît comme une étoile brillante. Nous sommes là, nous avons ce que vous voulez. Cela crée des opportunités pour le Canada à l'avenir et c'est très excitant, mais il faut en tirer parti. Oui, c'est vrai, il y a de bonnes raisons d'être optimiste. Il faut bien admettre que le dosage des politiques au niveau fédéral est devenu un peu plus favorable à la poursuite de certains projets. D'aucuns diront qu'il pourrait l'être encore davantage, mais il y a eu un véritable changement dans cette direction. C'est à l'usage qu'on peut juger, alors attendons de voir. Ces choses-là prennent quelques années avant de vraiment se concrétiser. Voyons dans quelle mesure ces projets vont réellement se concrétiser. Mais j'ai tendance à penser qu'il y a quelque chose de concret. Nous avons, si tant est, revu à la hausse nos prévisions pour le Canada, un peu au-delà de 2026, compte tenu du chaos et de l'incertitude actuelle. Mais oui, c'est une réalité et c'est passionnant. C'est peut-être l'occasion de passer au Canada pour parler de ces chiffres de l'emploi. Mais je peux mentionner qu'avec la publication du PIB du premier trimestre, le Canada affiche à nouveau des chiffres de croissance de la productivité positifs, ce qui, vous vous en souvenez peut-être, n'était pas le cas depuis plusieurs années à la grande frustration de tous. Je sais que la croissance de la productivité a été une de vos grandes préoccupations. Continuons alors sur cette lancée en parlant de manière positive de notre cher Canada, mais ajoutons tout de même un bémol, les chiffres de l'emploi ne sont pas particulièrement réjouissants au Canada ces derniers mois, y compris aujourd'hui. C'est vrai. Parlons-en, nous avons effectivement constaté une baisse nette au Canada et ce phénomène est devenu monnaie courante. Ainsi, 17 700 emplois ont été perdus au mois d'avril. Depuis le début de l'année, l'économie a perdu pas mal d'emplois. En fait, 3 des 4 derniers mois ont été marqués par des baisses. Mais il est important de replacer les choses dans leur contexte. Le Canada connaît une réelle baisse de sa population. Elle vieillit également, soit dit en passant.
On peut donc dire qu'un résultat légèrement négatif est en fait normal. Est-ce qu'il est moins de 17 000? Je ne sais pas. Si vous avez déjà suivi les chiffres de l'emploi au Canada, vous savez qu'ils sont assez irréguliers. Nous nous concentrons sur la tendance. En fait, notre point de vue est que la situation semble encore un peu faible par rapport à un État stable, compte tenu d'une population en légère baisse. Cependant, il faut se rappeler que si l'on remonte au second semestre de l'année dernière, nous avions à l'époque des chiffres de l'emploi très solides. Cela n'avait pas vraiment beaucoup de sens dans le contexte de l'incertitude commerciale et de ce qu'on pouvait observer en termes d'activité réelle. Nous sommes toujours un peu sceptiques. On a l'impression de revenir en arrière. En prenant un peu de recul, nous voici maintenant avec un taux de chômage de 6,9%. Pendant un moment, il était légèrement inférieur et nous étions plutôt satisfaits, mais nous sommes revenus là où nous étions il y a quelques mois. Cela reflète toujours l'état de l'économie. Vous avez une économie qui avance et qui enregistre effectivement une croissance positive de la productivité, ce qui est essentiel quand il n'y a pas de croissance de l'emploi. C'est important, mais il y a encore un peu de marge. Lorsqu'on parle du Canada, sans parler de la Banque du Canada elle-même, il est bien sûr l'un des rares pays où, en théorie, l'économie tourne un peu plus vite en cas de choc pétrolier. Et bien sûr, l'inflation augmente un peu et on part d'une situation de relance monétaire. L'argument en faveur d'une légère hausse des taux est probablement plus fort au Canada que sur bon nombre d'autres marchés. Mais je pense que le contre-argument tient justement au fait qu'il y a un peu de marge de manœuvre au départ. Malgré ce chiffre, j'apprécie ce que je constate dans bon nombre de données économiques canadiennes. L'enquête sur les perspectives des entreprises est devenue plus favorable en termes de plan d'investissement. Et il n'y a pas si longtemps, le PIB du premier trimestre a augmenté de près de 2% en rythme annualisé. Je sais que ça ne semble pas énorme, mais en l'absence de croissance démographique, ça représente une bonne croissance de la productivité, comme je l'ai mentionné. En résumé, si l'on regarde l'indice Citibank Data Change, qui couvre tous les pays, il est à peu près aussi positif que ce que nous avions observé depuis un certain temps. C'est encourageant. Nous attendons donc avec impatience plus de clarté sur le dossier commercial. Il faudra attendre encore un peu, mais lorsque nous y verrons plus clair et que nous serons satisfaits d'un accord, nous ne pensons pas que la situation risque d'empirer beaucoup par rapport à l'arrangement actuel, voire qu'elle s'améliore légèrement. Cela semble être un moment où l'on peut commencer à débloquer les dépenses d'investissement et où les entreprises peuvent se dire, nous avons accès au marché américain, allons-y. Oui, certaines mesures prises au niveau politique prennent du temps à se mettre en place. L'environnement est un peu différent, bien sûr. Il faut aussi que les capitaux affluent. Et il y a beaucoup d'endroits où les capitaux peuvent aller à travers le monde et ils peuvent se déplacer très rapidement. Donc, si le Canada peut obtenir sa juste part de capitaux provenant du monde entier, cet environnement est toujours très présent et je pense qu'il faut regarder le marché boursier ici au Canada qui a surperformé le marché américain depuis maintenant 20 mois. Le marché boursier a le nez long, comme dit Stu Kedwell, et il avait flairé il y a plusieurs mois que la situation allait s'améliorer au Canada. Peut-être en sommes-nous sur le point de voir certains de ces chiffres concrets. Comme vous le dites, vos projections sont plus optimistes à long terme qu'à court terme, mais elles reflètent une vision un peu plus positive. Oui, tout à fait. Les choses se passent bien selon nous. Espérons que cela se poursuive. Tout à fait. Donc, pour nous tous au Canada, il faut juste travailler aussi dur qu'Éric Lasselle, devenir plus productif. Si on y met les heures, lui il travaille 25 heures par jour, l'économie canadienne va exploser. Alors, Éric, merci pour ce point rapide aujourd'hui. Je dois filer à l'aéroport, je vais rater mon vol. Air Canada a avancé mon vol d'une demi-heure, donc je suis un peu plus pressé que prévu. Mais je serai de retour à Toronto la semaine prochaine. J'ai hâte d'y être. Je viendrai vous dire bonjour puisque nous n'avons pas eu l'occasion de nous voir cette semaine. Dave, prenez le temps de regarder Marty Supreme dans l'avion, c'est bon. Bonne idée. D'autres conseils d'Éric Lasselle. Éric, on se reparle dans quelques semaines. Merci à tous. À bientôt. La présente balado a été préparée par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., RBC GMA, aux fins d'information à la date indiquée seulement. Elle n'a pas pour objet de fournir des conseils juridiques, comptables, fiscaux, financiers, liés au placement ou autres, et ne doit pas servir de fondement à de tels conseils. RBC GMA prend des mesures raisonnables pour fournir de l'information à jour, exacte et fiable, et croit qu'elle l'est lorsqu'elle est communiquée. Nous vous invitons à consulter votre conseiller avant de prendre des décisions fondées sur les renseignements qui figurent dans le présent contenu.
Toutes les opinions correspondent à notre jugement et peuvent être modifiées sans préavis. Les renseignements présentés ici sont fournis de bonne foi, mais sans responsabilité légale. RBC-GMA se réserve le droit à tout moment et sans préavis de corriger ou de modifier les renseignements ou de cesser de les publier.